Allez, on va prendre cette information qui a retenu notre attention ce matin avec des images en circulation et des vidéos pour évoquer la crise anglophone. Le deuxième adjoint préfectoral du Lébialem dans le sud-ouest otage des sécessionnistes. Il a été kidnappé dans la localité de Mendi, c'est dans le chef-lieu du département du dit département justement, le 20 mai 2018. Une autorité administrative donc camerounaise de plus en service dans la région du sud-ouest vient de tomber dans les mailles des filets de sécessionnistes le 20 mai 2018. En effet, le deuxième adjoint préfectoral du Lébialem dans le sud-ouest a été kidnappé par des éléments du groupe sécessionniste dénommé Red Dragons. Selon une source bien introduite auprès des services du gouverneur de la région du sud-ouest, sur une vidéo diffusée hier, le 21 mai 2018, sur les réseaux sociaux par les séparatistes. On y voit l'autorité administrative brandissant contre son gré le drapeau de l'Ambassoni lors de l'exécution de leur hymne par les adeptes du mouvement séparatiste. En majorité des jeunes des deux sexes, armes à la main. Une image on ne peut plus humiliante quand même et choquante pour tout Camerounais qui espère à l'unité nationale de ces pays, qui vient donc de célébrer sa 46e édition du Vivre ensemble si cher au président de la République Paul Biya. À titre de rappel, il importe de relever que plusieurs autorités du pays payent déjà le prix de ce bras de fer entre le gouvernement camerounais et le mouvement sécessionniste. Parmi lesquels on peut citer le sous-préfet de Batibo, enlevé le 11 février 2018, et 2 semaines après, le délégué régional des affaires sociales pour le Nord-Ouest, et pas plus tard que le 19 mai dernier, le maire de Bangem dans la région du sud-ouest Cameroun et son adjoint ont été kidnappés alors qu'ils procédaient à la distribution des gadgets relatifs à la fête nationale du 20 mai. Tous les Camerounais sont certainement assez fiers de l'image de leur pays où du vert au jaune ont été choqués, comme on le disait il y a quelques secondes, par la circulation de ces différentes images dans les réseaux sociaux que vous avez la possibilité de regarder ou même de visionner sur Internet. On va rester dans cette attitude de la construction du vivre ensemble là et quelques exigences auxquelles l'on devrait justement faire face pour de plus en plus consolider cette idée, ce besoin, ce facteur important qui rentre dans le cadre de la nation, de l'État, du pays que tout le monde veut dans la paix et dans la stabilité. Ce matin, qu'est-ce qui semble le plus urgent en ce moment au Cameroun dans le contexte actuel qui présente quelques fissures quand même et quelques crises sociales ça et là. On reviendra sur tous ces sujets-là au cours de ce programme Démocratie sur votre radio. On va accueillir tout de suite pour commencer le président du Parti républicain, le président Georges Gilbert Banla, qui vient de prendre place dans ce studio, revenant d'un voyage assez bref. Hier déjà, nous l'avons eu sur cette antenne pour intervenir sur un certain nombre de questions évoquées dans le cadre de cette production. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, président Georges Gilbert Banla. Bonjour Paul Dizy, bonjour à toute l'équipe technique, bonjour à tout le consortium. Je veux appeler ça le Parlement constitutionnel de la communication, oui, à travers la 103 FM. Oui. Et je voulais tout de go dire que le Cameroun se porte au mieux mal, mais je pense que les acteurs sont à visage découvert déjà. Oui. Voilà. Alors, il faut justement rester, on le disait, dans la perspective de la construction, de solidifier des éléments qui vont permettre aux Camerounais de sentir le vivre ensemble que l'on vient justement de célébrer au cours de la 46e édition de la fête de l'unité. Je pense que le problème du Cameroun, je l'ai décrit il y a plus d'une vingtaine d'années, oui, où j'ai parlé du repli identitaire, oui, la confiscation de la méritocratie. tout à fait.
qui a pris un coup très important, parce que les armoiries soutenues par le président de la République à Bamenda, lors de sa démonstration magistrale à travers la politique du renouveau, était une ouverture assez large et importante. Et il était question, je peux déjà prendre comme strapontin le libéralisme communautaire qui parlait de la méritocratie et qui a parlé bien sûr de la consolidation de la paix et la citoyenneté dans sa propre prospérité. Mais malheureusement, par configuration, les gens ont estimé, certains partenaires ont estimé que peut-être c'était un planning politique qui était assez évasif, peut-être pas adapté à l'environnement, ce qui a fait qu'aujourd'hui, après une trentaine d'années, les conséquences immédiates sont là. Parce que, en fait, quand vous regardez dans l'urgence communautaire soutenue et paraphé, préfacé par l'intéressé, le chef de l'État, il était question d'une ouverture et de la méritocratie et d'une vision commune. Mais les gens ont mis ça dans le pantin de l'aristocratie que j'appelle souvent ecclésiastique. Les gens estiment que le Cameroun doit être géré comme une église, où il y a quelques ministres de l'église, c'est un gouvernement, et puis le chef de l'État coordonne, et puis d'autres sont les adeptes. Et c'est ça qui nous amène à cela. Parce qu'il est inadmissible en matière de sécurité. J'ai suivi tout à l'heure ce qu'on a dit. Mais c'est des conneries. C'est des conneries parce que, si je dis que c'est des conneries, c'est parce que simplement, on ne peut pas, à un moment, que vous voulez ou pas, nous dire aujourd'hui ou déduire que le Cameroun est une pesanteur en matière de la numérique. Et ça fait que dans cette numérique, on ne pouvait pas, à un moment, ne pas accepter que on connaît les points fossiles, on connaît les acteurs, et on penche plus dans les aspects bibliques. Bon, il faut interpeller à la conscientisation, il faut pas sanctionner, il faut toujours des approches caressées dans le sens du poids. C'est pas normal. Qui vous a dit qu'il y a un ennemi quelque part? Dans le territoire, je donne une expertise claire. Nous avons eu ce qu'on appelle les hostilités, la guerre de Bakassi, entre guillemets. Vous avez vu avec quelle ardeur, quelle maestria et quelle expertise on a repoussé l'ennemi. Et ça s'est soldé avec, je parle de cet amour beaucoup plus juridique, où nos valeureux juristes sont allés protéger nos intérêts. Oui. Mais quelle est cette histoire où on trouve un sous-préfet avec le drapeau autour de disons que de ce drapeau et le point fossile et les cases, on voit les gens qui vont et viennent à 100 mètres d'une barrière de gendarmerie ou bien de l'armée, on retrouve l'ennemi à côté. Ça veut dire qu'il y a des complicités. Ces complicités sont là. Que vous vouliez ou pas, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai même l'impression, parce que nous sommes atteints, selon certaines sources, que certaines personnes se rendent même utiles en allant se rendre eux-mêmes. En disant, voilà, quand on va m'interpeller, ça va créer, disons que, un nouveau statut autour de moi, et à un moment, on va me laisser. Alors, derrière ça, si on enlève les responsables de la République, en contrepartie, quand on les libère, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on donne en contrepartie? Parce que moi, je ne peux pas faire un travail sans salaire. Comment je peux aller enlever quelqu'un? Et quand je l'enlève, après, je fais une communication assez importante à travers les faisceaux et les réseaux. Et un matin, on dit on l'a libéré. C'est des conneries.
C'est de la mascarade. Et j'ai dit, il y a 20 ans, et plus de 20 ans en arrière, j'avais une émission à l'époque que j'appelais, à travers de la radio Le Menti, grand format. Je disais, il y a une complicité contre la République. Le repli identitaire, fasciste existe. Le repli de la mosaïque de la prédation existe. Les gens m'avaient prié pour un homme qui était un peu à la marge de la société. Le temps m'a donné raison. C'est des complicités. Alors, c'est la République qui a été naillée par des complots. Pourquoi est-ce que les responsables... Parce qu'on ne veut plus... Les gens font je la veux vous le dire. Oui. Je veux vous le dire. Et j'ai dit, il y a longtemps, un certain nombre de collaborateurs, je dis bien un certain nombre, pas tous, ne veulent pas la tête du chef de l'État aux affaires. Pour deux choses. C'est lui qui les nomme pourtant, c'est lui qui les amène. Ne vous cachez pas derrière les nominations. C'est lui qui les révèle. Personne ne lit le cœur de l'autre. Oui. Personne ne sait ce que l'autre pense avant qu'il ne se dénonce. Vous pensez que si quelqu'un vient en studio ici, et si je sais ce qu'il pense, c'est quand il se dévoile que tu sens qu'il y a un problème. D'accord? Que vous vouliez ou pas, le monstre géant de notre pays, c'est la prédation. Et une certaine équipe s'est constituée autour du patrimoine public, du patrimoine financier, pour essorer le peuple camerounais. Et les gens refusent que ça soit le grand chantier. Si le chantier contre la corruption aurait prospéré comme le chef de l'État l'avait lancé, ensemble, nous ne serons pas là. On aurait interpellé Peter Mafani. Ça a échoué? Ça a échoué. Je vais vous dire pourquoi. Ça échoue du fait que les institutions ne suivent pas. Les institutions ne suivent pas. Dès qu'on interpelle quelqu'un, la presse s'insère comme le palier pour dire non. C'est le tribalisme. Pourquoi on interpelle seulement les boulous? Pourquoi on interpelle seulement les bamileke? On ne peut pas changer un pays comme ça. Le changement vient par la mesure et ce qu'on appelle l'assentiment punitif. Que vous vouliez ou pas, il y aura toujours des cas comme ça. Voilà un sous-préfet qui tient le drapeau. Ok, très bien. J'ai même lu autre chose. On m'a envoyé d'autres images où on a parlé de... J'ai vu Eric Tindje, que vous n'osez pas prononcer parce que c'est votre collègue journaliste, qui a dit, pour ne pas le citer, je crois que c'était sur STV, qui demande la démission aujourd'hui de Paul Biya. Mais il a été incapable de demander la même démission quand Paul Biya lui avait eu l'occasion d'interviewer Paul Biya quand il était aux affaires. Il était à la CRTV. C'est le même Eric Tindje aujourd'hui qui va dans un média que je connais personnellement qui n'engage pas votre radio. STV est un prélat monstrueux en matière de communication. Parce que aujourd'hui, le démissionnaire, celui qui a refusé plus d'une dizaine de millions à travers le conseil d'administration, va se cacher derrière les armoiries du Sénat. Est-ce que aujourd'hui, Moukete peut nous donner le pourquoi il refuse autant d'argent, autant de facilité qu'il a écumé sur, je voulais dire, sur Wamni, sur Wamni qui était directeur à l'époque d'Intelcam, sur Ngiamba, sur, comment on appelle ça, sur Nkoto Eman. Mais attendez, qui peut refuser un salaire de plus de 8 millions pour aller en gagner 2 millions? Cette contrainte lui a été imposée par la Constitution. Mais la contrainte, ça veut dire qu'il avait un choix. Il avait un choix. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si on me dit, monsieur Baron, vous voulez gagner 8 millions à la place de 2, je cours. Pourquoi pas? Ça veut dire que derrière ça, il y a un mécanisme pensé. Et ce mécanisme s'est mis en place. Eric Tindje n'a pas choisi la CRTV qui lui est ouverte par Charles Ndougo, qui est son promotionnaire. Il va parler et vous êtes incapable de dire, voilà un journaliste qui prend position. Maintenant, il est devenu plutôt un politique. Il demande la démission du chef de l'État, mais il n'avait jamais osé quand il était à la CRTV. Il est arrivé ici avec l'histoire de la clandestinité du... Comment vous appelez ça? Ils ont dit qu'ils allaient créer un monument à Kribi qui serait plus haut que, je ne sais pas, le monstre géant de, je ne sais pas quel tour du monde. Quand la sœur d'Avava, qui était dans le Gombo, n'a pas pu postuler et que ça n'a pas marché avec le cabinet civil de Belinga Eboutou,
Le même Éric Tchingé dit aujourd'hui que Paul Biya doit démissionner. Et il soutient, il dit, aucun projet ne peut marcher sous Paul Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des malins. On l'a vu venir ça avec nos pères américains, les Camerounais américains. On l'a vu. Il faut citer, il faut soulever, c'est-à-dire dire aux gens la vérité. C'est autant de choses. Vous ne pouvez pas être à Tombelle, parce que moi je connais Tombelle. Vous comprenez? Tombelle est une zone aride, mais qui est une zone assez sécurisée. Vous comprenez? Alors, j'ai bien vu comment l'armée a repris à travers des élans et des pas de regardis l'action de souveraineté liée au 20 mai. Mais parce que simplement, quand un sous-préfet est incapable de faire débroussailler devant son bureau, il prend de la craie, il vient verser ou bien de la chaux sur la broussaille. Et c'est le lieu public où l'armée ou bien les édifices publics seront installés et il y aura défilé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut présenter en fait? Il veut démontrer que le régime de Paul Biya est en faillite. Et c'est la même chose dans nos villes qu'on laisse les trous béants. On dit que non, c'est une histoire de la mairie qui est responsable. C'est des histoires. Nous avons parlé ici. Pas plus tard que ce matin, dans le journal, je le cite, nouvelle expression, on doit à Isakam 11 milliards pour avoir ramassé quel genre d'ordure? Nous sommes dans 10 provinces. Il y a une autre société concurrentielle qui est installée à Bamenda, qui est en train de faire le test. Je parle sous le regard teigneux du ministre de l'Urbanisme de l'Habitat, qui a annoncé en grande pompe dans un journal bien orienté, le journal Nouvelle Expression dont nous connaissons les ardeurs avec Ngapounou, dont je connais, pas vous, je prends ça sur mon dos, avec Ngapounou qui est le directeur général de Isakam, qu'on a payé 4 milliards. On attendait que je vienne dire cela disons dans votre radio ici, pour qu'on puisse payer. Et bizarrement, ça a été payé apparemment le jour férié, parce qu'il s'est annoncé ce matin. Voilà comment les gens prennent des autres pour des cons. Et ce pays ne peut pas avancer comme ça. Pour que nous puissions avancer, il faut que nous puissions regarder et nous puissions avoir des réalités. Quelle est cette histoire où on enlève, on parsème, on enlève en fonction de l'état d'âme, en fonction du statut, en fonction du social? Ça veut dire simplement que les gens s'organisent. Et les gens pensent que le pays s'appartient à Paul Biya. Que non! Paul Biya est le passage. Ce n'est pas le pays made in Paul Biya, ou bien ce n'est pas le titre foncier qui appartient à Paul Biya. Le Cameroun, ce n'est pas le titre foncier de Paul Biya. C'est le Cameroun est le pays de tous les Camerounais. Et les gens se trompent d'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est ne pas être, plutôt, ne pas faire prospérer notre nation. Et tant que nous restons dans cette logique, nous ne pouvons pas avancer. Et que vous vouliez ou pas, cette mascarade que je dis, les petites mascarades, les gens se présentent. Oui, on m'a enlevé. On t'a enlevé. Bon, ok, comment on t'a enlevé? On t'a enlevé, l'objectif c'était quoi? C'était pour se faire payer? C'était pour se faire un chantage contre le gouvernement? On n'enlève pas les indigents. On n'enlève pas la population qui est démunie, qui n'est pas gardée. On enlève un préfet, un sous-préfet. Mais disons, foutez-nous le camp, monsieur. Foutez-nous le camp. Vous commencez à embêter les gens avec des conneries. Comprenez? Alors, ceux qui partent sur le terrain, les hommes en tenue, ne peuvent pas nous dire que à 100 mètres, je mets quiconque en défi. Il y a un procureur qui m'a donné cette information. J'ai prédestiné avec une photo. D'accord? Qui partait, qui était dans son véhicule. Je me répète. Pendant qu'il est en train, il traverse le point névralgique du contrôle de l'armée royale. Il ne fait pas 100 mètres. Il trouve l'armée, ou vous appelez ces ambazoniens. Alors, quelqu'un dit, ah, monsieur maître, comment vous allez? Il dit qu'il a failli sortir sa carte de magistrat. Heureusement, il n'avait pas encore sorti. Et il a dit, non, laissez ces maîtres. C'est maître qui est en train de passer. Il est passé avec la dame qu'il avait portée et un autre monsieur qui était
assis sur le banquet arrière de son véhicule. C'est des conneries. Regardez comment on vend mal l'image du Cameroun à travers la communauté internationale. C'est des petits maquillages. On prend un individu, on prend un banc. Quelqu'un se permet de filmer. On finit de filmer, on dit, voici le général. On tapaille, on inverse l'eau. On tapaille. Bon, ok, l'autre fait semblant de taper, et un peu de sang, machin. Et on prend cela, on renvoie dans les réseaux. À qui s'attaque-t-on? Aux politiques. Sauf que le ministre de la Défense... Laissez-moi. L'action du ministre est légale. Parce que lui voit quelque chose dont il ne peut pas démontrer comme moi. Ces gens qui sont sur le terrain, ils nous ont maintenus. Ne sont-ils pas au courant que les droits de l'homme sont respectés? Est-ce qu'il n'y a pas une moralisation permanente et tous ces ONG, toutes ces institutions qui viennent coopérer avec le Cameroun en matière de droits de l'homme, ils ne connaissent pas que filmer un individu, fût-il un délinquant, tabasser un individu avec une machette, c'est pas légal, et filmer cela, renvoyer, vous embêtez les gens. C'est du maquillage parce qu'on renvoie ça, et c'est ça que la communauté utilise comme tabloïd. Pourquoi le gouvernement camerounais tarde à identifier les auteurs? Non, les auteurs ne peuvent pas. Les organisateurs de ce maquillage. Les organisateurs, c'est en fonction des étapes. C'est en fonction des étapes. On a envoyé le général Lokobi là-bas. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait beaucoup de gendarmes qui sont morts. D'accord? J'ai entendu des gens dire que la police se porte mieux. Mais les policiers continuent à mourir. Ils n'ont pas choisi d'aller mourir là-bas. D'accord? Donc ça veut dire que c'est en fonction de la demande et en fonction de l'action qu'on veut faire passer. Et les gens applaudissent. Ils disent non. Vous voyez alors comme au Cameroun, ça se passe. On arrête quelqu'un au lieu de le conduire pour le juger ou bien pour qu'il soit sous main de justice. Vous voyez, on l'a enfoncé la chaise. C'est des conneries. Qui a filmé? La personne qui a filmé est poursuivable. Parce qu'il présente mal l'image. Il met en mal la politique du Cameroun en matière de droits de l'homme. Donc, c'est des choses qui sont inadmissibles. J'appelle ça des machins. Des machins. La troisième chose que je voulais dire, en matière de recap et de contrôle du territoire, monsieur, nous avons ce qu'on appelle des visualiseurs. Ça veut dire quoi? On a une armée formée pour, on a des avions d'apparat qui contrôlent le territoire national. Même si vous êtes avec des infrarouges. Alors, vous voulez me dire que ces appareils ne sont plus utiles? On ne peut plus contrôler le territoire. Des individus viennent et se mettent à chanter leur hymne ambazonien et le sous-préfet est debout. Le temps de chanter, l'avion Mirage n'a pas découvert. Mais de quoi s'agit-il? C'est des conneries. C'est des conneries, c'est du maquillage. Alors, s'il fallait reculer un peu pour aller regarder dans la crise dénommée Boko Haram, lorsqu'elle sévit au Cameroun, quelquefois on a vécu des rapts, quelquefois on a vécu des enlèvements, et puis des libérations avec l'apport, sinon le grand concours du gouvernement camerounais. Sauf que jusqu'ici, des personnes, entre guillemets, soupçonnées, n'ont jamais été présentées comme étant les principaux responsables de cette organisation ou alors de cette mauvaise opération qui a coûté quand même des vies aux Camerounais. D'accord, ok, très bien. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de la manipulation. Et maintenant, l'action, instruction sur l'action. Et l'instruction doit être liée à la loi. Parce que vous ne pouvez pas venir dire aux gens, aller interpeller les gens s'il n'y a pas un support. S'il n'y a pas un support juridique. Le chef de l'État instruit. Quand il a dit alors que on a voté une loi spéciale pour dire désormais tout le monde qui sera la loi antiterroriste. Vous avez suivi encore ça là-bas? Vous avez encore pourquoi est-ce qu'on a donné de l'argent aux personnes pour aller négocier avec l'invisible? Quelqu'un vous dit je connais quelqu'un, mais il ne vous dit pas chez qui il s'en va. Mais qu'on interpelle ces gens donc qui sont soupçonnés. Mais les gens sont soupçonnés. La justice doit faire aussi son travail. Quand le chef de l'État instruit un dossier, il dit au Premier ministre pour action, bien vouloir et me rendre compte. Si le Premier ministre envoie au ministre de la Justice, et le ministre de la Justice envoie à ses collaborateurs
qui sont chargés de descendre sur le terrain et que ça traîne, c'est la faute de qui? C'est la faute à qui, pardon? Donc, vous voyez qu'il y a un problème sérieux. Il y a des complicités parce que les gens parlent que argent, intérêt. C'est pour cela. Comment un président de l'Assemblée nationale peut aller négocier avec un invisible? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Bouba, qui est son particulier avec lequel il partait pour les négociations pour qu'on puisse libérer les otages, aujourd'hui est passé par la prison centrale? Parce qu'il fallait le faire taire. Bouba connaît un peu trop. Il fallait le faire taire. C'est toujours dans cette radio que je suis venu dénoncer le même président de l'Assemblée. Quand je vous ai dit, s'il m'avait dit appelé à partie, pour me dire Kamensu, je vous dis Kamensu, aujourd'hui il a vendu des actions. On ne dit pas. Sachez que le chef de l'État engage des actions. Il a vendu ses actions aux Marocains. Je vous donne même cette information. À travers cette institution qu'on appelle Kamensu, qui est spécialisée pour en assurance. Donc, que vous voulez ou pas, c'est des choses qui sont liées à l'argent et aux intérêts. Et le chef de l'État, dans sa magnanimité, est abusé permanemment. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si c'était pas la magnanimité, c'est que nous n'en serons plus là. Il n'y a aucun État qui a été fort sans sanction. Même aux États-Unis, aujourd'hui, la chambre de la seringue existe encore. Ça veut dire que un citoyen doit s'arrimer en fonction de ses attentes dans un environnement précis et respecter la loi. Fut-elle tordue ou quoi que ce soit. C'est donc au Cameroun qu'on veut démontrer aux gens que le Cameroun est un pays de sésame spirituel. Les gens meurent d'un accident. Au lieu qu'on interpelle le chauffeur, on lui dit que monsieur, voilà, on a identifié votre véhicule, il n'était pas en règle, votre véhicule n'avait pas une sécurité routière. On dit plutôt qu'aller à l'église, aller prier. Et le prêtre vient avec une soutane. Je vous ai déjà dit, il faut être comme ça. Au sortir de là, il prend le risque de commerce. Il va voir Talba Mala, on lui donne 4-9. C'est quel genre de pays ça? Vous avez des prêtres, Bodo a une radio. Dans quel pays? Donnez-moi, Bodo a une radio. La radio à la colline. Depuis des années. Donnez-moi le nom d'un prêtre dans un pays qui a une radio. Un pays africain. Est-ce que vous savez que c'est même interdit dans la profession? C'est même interdit. Vous me regardez? C'est même interdit. Mais les directeurs de publication d'une radio. J'ai vu des gens être, comment on appelle ça, députés. D'autres ont les radios Aurore à l'Est. Dès que vous voulez parler, non, c'est un ami du président, il ne faut pas faire ça. C'est Bodo qui est allé lire la messe, il a dit la messe. C'est-à-dire, les gens passent le temps à faire de la fémania, l'arrogance. Et moi, je suis très mal à l'aise face à cette situation. Et ça fait que ça crée autour de notre famille, la grande famille camerounaise, c'est-à-dire une certaine fragilité. Parce que vous ne pouvez pas fragiliser une institution et dire que vous en êtes des citoyens. Et c'est pour cela que vous allez trouver. Je suis arrivé l'autre jour ici. Je ne veux pas lire toute la correspondance. J'ai dénoncé que le café de Yaoundé était le terrain de l'État, disons, appartenait à l'État, et c'était le domaine privé de l'État. Vous savez ce qui s'est passé? Dis non. Ok. Parce que je ne vais pas parler dans les radios. Je commets, j'informe, je fais des propositions à travers des institutions compétentes. Oui. Voilà une notification. On peut lire ça? Notification, oui. Voilà la notification de la personne. Oui. On peut tout lire, hein? Ouais, on peut lire. Notification d'une lettre valant préavis délibéré l'an 2018 et le 19 janvier à la requête de la famille Minland, agissant en poursuite et diligence de son représentant, Madame Minland Anne-Marie, demeurant à Yaoundé, boîte postale 83426, laquelle fait élection de domicile en sa demeure au fin de présent exploit et des suites de ces suites éventuelles. Jemet Timdou, Mekiadje Micheline,
huissier de justice à la 6e charge près la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé. Étude 6 à la rue Marie-Gauquer, rue 1047, face magasin Zico, au marché central de Yaoundé. Boîte postale 11 785, téléphone 677 378 920 y demeurant et sous-signé, reçu, notifie, remis et laisse au café d'Yaoundé, domicilié à Yaoundé, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Alfonso Zanetti, demeurant à Yaoundé, en son domicile au lieu de service, ou étant et parlant Monsieur Djonkou Narcisse, son employé, ainsi déclaré, qui reçoit pour transmission la dite lettre copie du présent exploit et vise l'original. Voilà, il y a quand même quelques photos. Voilà. Vous l'avez vu? D'accord. Je pense que c'est important. Les auditeurs connaissent la suite d'une notification. La suite est intéressante. Oh, alors, c'est intéressante. L'original d'une correspondance saisie en recto et verso, émise et signée de la requérante datée du 19 janvier 2018, ayant pour objet lettre valant préavis délibéré et dont la teneur suit. Cher monsieur, le contrat de bail qui nous lie au sujet de notre logement familial que vous occupez à titre locatif et à usage commercial à Yaoundé arrive à expiration en date du 31 décembre 2018. Dans une très récente correspondance de votre comptable à nous adresser, vous avez émis le souhait de voir renouveler le dit contrat à son expiration. Nous avons le regret de vous signifier par la présente lettre que nous ne prolongerons pas d'un seul jour le contrat de bail signé en 2015 qui nous lie à son expiration prévue le 31 décembre 2018, ce conformément à ces articles 3 et 13 qui excluent tout renouvellement. Nous comptons ainsi reprendre le dit logement afin de les disposer à usage familial, toute chose que nous vous avons toujours fait savoir par le passé. La très mauvaise foi dont votre conseil et vous-même avez fait preuve lors de la signature du contrat de 2015 n'est pas de nature à encourager notre collaboration. Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons conformément aux normes OHADA, vous bénéficiez désormais d'un préavis payant jusqu'au 31 décembre 2018 pour libérer notre logement dont s'agit. Vous voudrez donc bien prendre des dispositions qui s'imposent pour sécuriser votre activité ailleurs afin que le dit logement soit libéré et remis à notre disposition au plus tard le 31 décembre 2018. Passé ces délais, nous nous verrons dans l'obligation de saisir les autorités judiciaires compétentes pour obtenir votre expulsion. Nous comptons sur votre bonne compréhension et vous prions d'agréer, cher monsieur, l'expression de nos salutations distinguées, lui déclarant formellement que la présente notification lui est faite à toute fin de droit. Bien. Je voulais que vous puissiez le lire. Pourquoi? Parce que j'ai saisi la MINCAF. Oui. Pour lui dire, je pense que d'utilité publique, le patrimoine de l'État doit être défendu. Nous sommes en phase avec la numérisation qui a été lancée par le chef de l'État, dont elle en a la hauteur gérée. Et dans cette collaboration, j'estime qu'on puisse identifier le propriétaire des lieux. Voilà la requête, mais je ne peux pas vous donner la teneur in extenso. J'ai saisi la ministre le 14 mai. Le 14 mai, la ministre est saisie. Et dès que la ministre est saisie, je me rends compte que la saisine de la ministre aujourd'hui ne peut que nous mettre en émoi, parce que on ne peut pas nous défaire du fait que il faut identifier, connaître qui est le propriétaire pour ne pas payer deux fois. Il y a eu des querelles auparavant où M. Zanetti a sollicité connaître le propriétaire
des lieux avec un titre. Hein? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'intéressé, Madame Mylène, qui est apparemment la représentante de la famille Mylène, aux intérêts du café de Yaoundé, qu'elle défend, bec et ongle, c'est subtilisé. Et quand elle se subtilise, M. Zanetti ne refuse pas de payer, il dit je paye, mais il faut quand même que tu m'apportes la preuve que cette concession... C'est chez vous que je dois payer. Bon, je crois. Dès qu'il insiste, et apparemment on aurait ressenti mes odeurs par là, la dame lui donne une sommation. Moi, j'ai saisi la ministre le 14 mai, le 20 mai, le jour de la fête nationale, parce que tout le monde, toutes les armoiries, les us, la logistique, le physique, tout est concentré pour la manifestation événementielle. On s'en rend compte que c'est le même jour que le 20 que le café brûle. Et au soir, parce que 45 minutes à peu près plus tard, ce que M. Zanetti nous fait entendre, comprendre, les sapeurs n'étaient pas sur place. Les sapeurs sont installés où? Au lieu dit, avant, à côté du bureau de la CSPH. Le café est installé à la rue de l'Indépendance, avant le Maïva, le cabaret, sans publicité. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Et quand ça brûle, on ne sait pas comment ça s'est brûlé. On voit seulement les flammes. Et tout de suite, la fortune dite de la famille Mylène. Maintenant, on ne voit plus Madame Mylène. Parce qu'on suppose que quelqu'un est dans ta maison. Elle se brûle. La première démarche, c'est quoi? C'est de venir savoir qu'est-ce qui se passait. Du 20 jusqu'à date, Madame Mylène n'est plus passée. Vous savez pourquoi? Qui a donc brûlé la maison? Nous interrogeons tous. Pourquoi ne se présente-t-elle pas pour s'enquérir de la situation? Qui veut effacer les preuves? Parce que si la maison n'existe pas, l'État ne peut pas être entré en recouvrement auprès de la famille Mylène. On va dire, la loi est claire. Vous dites qu'il y avait un logement ici. A-t-il eu un état de lieu? À quel moment elle a commencé, cette famille, entre guillemets? Je présume, ou je mets ça au conditionnel, qu'elle serait en train de spolier les biens de l'État. D'accord. Ça fait que ça crée le doute et le manquement. Statuant en la matière va donner raison à qui? À la défense. Donc, ce sont des comportements qui sont des comportements liés à une certaine mafia. Et c'est parce que les gens se sont arrogés des biens. Comprenez? Quand on veut parler, on dit non. Vous voulez dénoncer les gens. Vous voulez dénoncer les gens, pourquoi? Parce que vous les en voulez. Tout le monde veut s'enrichir. Nous tous que nous fassions ça. Alors qu'on voit si c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne serais pas en train de venir dans une radio en train de dénoncer. Je prendrais les mêmes preuves. Je m'en vais les céder ou les vendre aussi. Je ne serais pas en train de le faire ici. Parce que moi aussi, je me dis, ok, je peux aussi aller m'enrichir. Personne n'est plus malin. Mettons-nous au travail. Si on veut que notre pays soit debout et que nous ayons un sens, ne serait-ce que minimal, patriotique. Parce que nous avons atteint un niveau dans notre pays où chacun pleure pour ses enfants, ne sachant pas que nous sommes dans un bateau, que ce bateau, s'il se noie, nous perdons nos vies, nos enfants, avec la société, avec. Donc, je pense que, afin que je revienne peut-être tout à l'heure pour dire, j'ai soulevé des cas, et des cas. Et aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, je ne regarde pas si les gens m'aiment beaucoup, si j'ai des amis. Est-ce que je fais un travail pour mon pays? Oui, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et on ne pourra pas, à un moment, me mettre en mal parce que je dénonce
des prévaricateurs. Et ces prévaricateurs aujourd'hui, j'en ai dénoncé il y a plus d'une vingtaine d'années, aujourd'hui sont en train de payer le prix. Je n'attends pas un centime du trésor public. Et je prends à témoin que ce soit le chef de l'État, que ce soit le membre du gouvernement, que ce soit le trésor public. Je ne suis jamais allé demander de l'argent là-bas. Si la société se porte bien, je peux tirer un profit. Mais si les caisses sont muettes, il y a des prédateurs qui prennent en pâture toute une société. Dans toutes les filières, patrimoine étatique, patrimoine financier et tout le reste, on ne peut pas. On ne peut pas prospérer. Voilà ma démarche. Et cette démarche est légale. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse m'apporter la preuve du contraire. Vous êtes loyal vis-à-vis de l'État. D'accord. Et ma loyauté ne veut pas dire que je ne vis pas. Quand je pose un acte ici, ça me fait ce qu'on appelle une rente dans ma profession. Parce que si quelqu'un ne prend pas de l'argent aux finances, au ministère de la Défense, et que j'aille fournir une arme là-bas, puisque j'en suis un professionnel, on va me payer ma facture. Mais si quelqu'un a prévariqué au niveau de la ligne budgétaire des finances qui doit payer le fournisseur dont je suis, je ne serai pas payé. Et c'est légitime. La démarche est claire. La société, c'est une chaîne, les maillons de chaîne qui font une société. Les gens estiment toujours qu'il faut toujours penser à eux. On pensera jusqu'à quand? J'ai vu des gens dire que la limousine du chef de l'État, moi je n'entre pas là-dedans. J'ai intervenu par téléphone pour vous dire que si d'ici l'année prochaine, je vais me taper 300 millions pour acheter ça. Parce que je sais que pour ma sécurité, il n'y a pas de prix. C'est de ça qu'il s'agit. Et encore que c'est une institution, et cette institution, la carte grise n'est pas délivrée au nom de Paul Biya. On dit présidence de la République, patrimoine du président de la présidence de la République. Voilà la réalité. Et nous ne pouvons pas être excessifs. Qu'on ne dise pas que les gens ont posé un certain nombre d'actes. Je vais revenir tout à l'heure dans un dossier où je ne voulais même pas revenir. Je veux démontrer aux gens que la mauvaise foi, parfois, on peut étaler, on peut aller même plus pire. Parce qu'on n'en veut à personne. Quand quelqu'un pose un acte, on ne sait pas que c'est là ou bien c'est là ou c'est tel. Dès qu'on pose un acte, si nous avons des documents, et ces documents nous permettent d'en faire une expertise, nous faisons l'expertise simplement, on dit ok, nous sommes d'accord du fait qu'il y a eu un certain nombre de manquements dans votre gestion. Et vous ne pouvez pas dire aux gens non, vous n'avez pas le droit, c'est Paul Biya qui nomme. Vous avez dit tout à l'heure Paul Biya, non. Quand il nomme les gens, quand ces gens vont toucher leur salaire, leurs avantages, je leur conseille désormais, cher ministre, CDG, comme c'est Paul Biya qui est le comptable, quand vous touchez le salaire et que c'est lui qui est le civilement responsable, prenez une partie, vous mettez dans l'enveloppe. Vous dites que quand il y aura des problèmes, comme c'est vous qui êtes responsable, on vous donne déjà la manne pour que demain, s'il y a un problème, vous nous défendiez. Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On a applaudi pour des gens ici parce qu'il est rationnellement riche. Aujourd'hui, j'ai démontré aux yeux des gens que Furso n'est pas riche, Tebela n'est pas riche. Parce que c'est le patrimoine foncier qu'ils ont hypothéqué. Les banques ont été essorées. Aujourd'hui, ils sont où? Pilkama en train de fermer. Bokom est en train de fermer. Vous savez pour qui on me taille, je suis mauvais. Alors, je dois être bon pour un enfant qui a 5 ans, il est là vivre au Nigeria ou bien en Éthiopie, parce qu'il y a des gens qui disent nous, pas les autres. Nous connaissons les gens qui aujourd'hui en France, qui ont un certain nombre d'enfants, qui disent au ministère de la Communication, il n'y a pas la rame de papier. Mais ça n'empêche pas d'acheter les documents, ne serait-ce que la documentation scolaire pour plus de 2, 3, 4 millions. Est-ce que le ministre de la Communication gagne 3 millions par mois? Non. Nous connaissons son salaire. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas accepter la vérité? Mais il y a des avantages. D'accord? Donc, être au Cameroun, disons privilégié, si on est fils de directeur, on a le droit à une vie particulière. Je dis non. On est fils de chef d'État, on a le droit à une vie particulière. Je dis non. Il faut respecter la société. Si on ne respecte pas la société, elle va nous rejeter. Et quand elle va nous rejeter, nous serons conséquents, que vous vouliez ou pas. C'est ça la réalité. Et nous sommes à l'aube du changement. Le dernier septennat du président de la République en place est en train de s'écouler. Nous allons aux élections. Comment nous irons aux élections avec c'est-à-dire une mauvaise odeur
pour dire, voilà, ces gens, c'est des prévaricateurs, ils ont posé un certain nombre d'actes. Le matin, on trouve quelqu'un qui devient le fils de Oumniobé. Là, personne ne parle. Le fils de Oumniobé, enfant, n'est jamais venu. Lénine n'est jamais venu, il n'a jamais mis pied ici. Mais on a vu des députés fabriquer des gens amenés au palais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que Paul Biya va aller identifier l'acte de naissance de quelqu'un pour dire que, monsieur, donnez-moi votre acte, est-ce que c'est vous le fils de Oumniobé? Il croit en votre parole. Mais on a vu, tout le monde l'a vu, non? Si tout à l'heure j'appelle le fils de Oumniobé parce que le fils de Oumniobé a été interviewé, pour ne pas le citer, par Anani de Canal 2 et par un ancien légendaire de l'armée française qui a vécu dans cette famille. J'ai la documentation comme d'autres que vous pouvez avoir. Il est venu chercher quoi au Cameroun depuis? Puisqu'il a même un statut français. Tout est flou, tout est faux au Cameroun. Les gens racontent n'importe quoi. Tout est gâté. Les gens veulent faire n'importe quoi. Tout est pourri. Quand un reporter, vos camarades qui sont des journalistes, quelqu'un dit, ah oui, dans la salle, nous voyons, nous apercevons le fils de Oumniobé. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Si après, on lui demande que monsieur, ce que vous dites là n'est pas vrai. Quand c'est pour on là, mais quand c'est le mensonge que les gens eux-mêmes mettent en palier. Non, ils parlent beaucoup. Voilà. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut faire plaisir. Vous comprenez? Les gens vont, ils disent, ok, bon, comme ce n'est pas passé comme ceci, nous allons garder tel député et l'UPC va être... Mais c'est vous cassez l'UPC. Alors aujourd'hui, et je vais vous donner cette information, vous ne l'avez pas. C'est le beau-frère de Issa Chiruma qui a ramené votre Oumniobé là. Je prends ça sur mon dos. Parce que ça n'engage pas votre radio. Ils ne peuvent pas. L'hypote qui est très proche de celui qui est l'argentier de votre ministre de la Communication en France. Je peux donner tous les noms. J'ai tous les référents, même jusqu'au téléphone. Et vous pensez que je suis content que ce monsieur soit, ne serait-ce que dans la coalition du gouvernement? Est-ce que le chef d'État pensait quand il lui donne un sénateur? C'est parce que ces informations qu'on lui donne ici, les services spéciaux, quand il les recoupe, au lieu de les porter à bon escient, oh monsieur le ministre, vous savez, nous on a, tac, ça se coupe, monsieur Biya n'est pas au courant, on a le temps de prévariquer rapidement. Pourquoi il est régulièrement mis en erreur, monsieur Biya? Il n'est pas régulièrement mis en erreur. Il ne vérifie pas. Si vous avez une institution, vous désignez quelqu'un, il faut lui faire confiance. Est-ce que vous allez aller tous les jours vous placer derrière lui? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous ne croyez même plus en lui. À partir du moment où il y a un problème, il faut changer de méthode. Il faut laisser la latitude à la personne de gérer. Est-ce qu'il ne faut pas changer finalement? Maintenant, si tu constates et que vous constatez ensemble, tu lui dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut remettre la pédale douce. Mais tu ne peux pas confier la boutique à quelqu'un. Chaque matin, tu viens, comptons les sardines et les arachides. Tu as vendu combien de briques? Pourquoi elle est là? Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu ne veux pas la rationalité d'une entreprise. La collaboration, c'est quoi? C'est ça. Laisser les gens libres, mais qu'ils soient conséquents et qu'ils soient responsables. Voilà. Jusqu'à ce que l'étape de la prison arrive? Non, pas jusqu'à ce qu'il soit en éveil de conscience pour protéger le patrimoine dont on lui a confié. Quand on vous confie un patrimoine, gérez-le comme le vôtre. Ne gérez pas comme si vous étiez de passage pour aller au Sénégal ou bien au Burkina Faso. Devenez plutôt Camerounais, vous dites que l'affaire ici, c'est pour moi d'abord. D'accord? C'est à moi d'abord. Maintenant, il est question maintenant que je puisse évoluer avec mon expertise. Ceci vous te permettra de t'entourer d'un certain nombre de choses. Voilà. D'accord, merci beaucoup.